Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, dans votre magazine de l'économie et de l'entreprise, nous nous tournons vers les initiatives en faveur de l'autosuffisance alimentaire et posons la question: comment l'Afrique aborde-t-elle la révolution des minerais critiques indispensables à la transition énergétique? Mais tout de suite, voici les titres. Contribuer à l'autosuffisance alimentaire grâce à l'élevage de poissons, de jeunes Ivoiriens n'hésitent pas à franchir le pas. Je suis du genre à faire ce qui est un peu rare. C'est pourquoi je suis venue à Boisseau pour me faire former en pisciculture et aller développer ça dans ma commune. Les entrepreneurs guinéens ont de l'imagination, cap sur la décoration à base de déchets de papier et de carton avec une jeune créatrice astucieuse. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette, donc voici. Et grâce à 2MH Création, ces cartons sont recyclés. Stop à l'urbanisation incontrôlée. Kampala s'est lancé dans le combat pour améliorer les conditions de vie dans la capitale ougandaise. Nous ferons en sorte de concevoir des routes avec des passages pour les piétons parce qu'environ 70% des personnes qui viennent travailler à Kampala se déplacent à pied. 6 réformes et 23 projets de développement en cours. C'est ce que vient de confirmer Sidi Touré, le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques. Pour réduire la dépendance alimentaire extérieure, la Côte d'Ivoire est en train de moderniser rapidement ses systèmes de production en produits animaux et halieutiques. Professionnalisation des acteurs et formation sont les principaux leviers, un domaine où Augustin Milan a fait figure de modèle. Notre reporter Ma Camara s'est rendu dans sa ferme à Aboisseau, au sud du pays. Lui, c'est Augustin Milan. Ce jeune trentenaire est à la tête d'une station de production à Aboisseau, dans le sud Comoré. Son objectif, contribuer à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire à travers ses productions annuelles estimées à plus d'1 500 000 alevins. Il faut dire que cette activité, je l'ai débutée par pure passion. Voilà. Et depuis 2010, je pratique cette activité de pisciculteur. Aussi, il faut remarquer que d'abord, c'est par conviction et par un choix de pouvoir faire cette activité-là et d'être autonome en tant qu'entrepreneur, pour pouvoir me prendre en charge et aussi subvenir à mes besoins ou aux besoins de mes parents. Donc ça n'a pas été facile dès le départ, parce que étant profane dans la chose. Commercial dans une entreprise de téléphonie, Milan a bénéficié du soutien de ses parents afin de s'installer à son propre compte. À force de travailler, il a reçu l'appui de certains organismes internationaux. Cerise sur le gâteau, le gouvernement ivoirien l'a désigné comme meilleur acteur des ressources animales et halieutiques, option écloserie pour production d'alevins 2022. Ce prix, il le doit à l'abondance de sa production d'alevins, mais aussi au choix qu'il a opéré de produire des alevins. Un choix rare chez les pisciculteurs en Côte d'Ivoire. Nous sommes spécialisés en production d'alevins pour pouvoir fournir aux pisciculteurs, à tous ceux qui veulent débuter l'activité piscicole, pour avoir des alevins de qualité et pour avoir aussi des alevins disponibles pour commencer leur activité. Il faut dire que nous produisons à partir de 45 jours. Nous sommes aujourd'hui en 2023 autour de 180 000, 200 000 alevins chaque 45 jours de tilapia hormoné monosexe mâle. Donc c'est des alevins de qualité, mais nous comptons d'ici fin mars ou avril commencer à produire autour de 500 et 1 million d'alevins par mois. En plus de produire des alevins, Milan met l'accent sur la formation. Une nécessité selon lui qui permettra d'accroître le nombre d'aquaculteurs qualifiés dans la région. Cette formation se fait de manière théorique et pratique sur la ferme. Comme à Samuel Larissa, nombreux sont ceux qui souhaitent en faire un métier. Je me suis spécialisée en pisciculture parce que nous remarquons que malgré les nombreux cours d'eau qui coulent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire importe énormément de poissons. Et fort de ce constat, nous avons dit en tant que femmes, pourquoi ne pas se verser aussi dans cette spécialité-là pour empêcher, pour freiner l'importation de poissons en Côte d'Ivoire. En plus de former ces jeunes à l'aquaculture, Milan offre à certains l'opportunité d'un premier emploi dans sa ferme.
C'est le cas de cette demoiselle venue d'une école d'agriculture d'Aniblikro, une ville voisine. Moi, je suis du genre à faire ce qui est un peu rare. C'est pourquoi je suis venue à Boisseau pour me faire former en pisciculture et aller développer ça dans ma commune. Voilà la raison pour laquelle je suis arrivée à Boisseau. D'abord, avant ça, je suis venue pour un stage de 3 mois. Et j'ai fait un stage de perfectionnement de 3 mois encore. Donc ça me faisait 6 mois au total. Après ces 6 mois, je suis rentrée sur moi. M. Milan m'a rappelé pour que je puisse venir travailler en tant que gérante sur sa ferme. L'alimentation des alevins est l'une des problématiques majeures de l'aquaculture. Augustin Milan a trouvé la solution. Il fabrique des aliments à partir de larves de mouches, une technique dont lui seul détient le secret. Il produit ces aliments non seulement pour sa coopérative, mais aussi pour d'autres coopératives de la région afin de faciliter leur travail dans la pisciculture. La production nationale halieutique ne couvre que 14% des besoins de la population. Pour résorber ce déficit important, le pays a recours à des importations massives de poissons surgelés, coûtant plus de 300 millions de francs CFA par an. En encourageant de telles initiatives, la Côte d'Ivoire pourrait certainement combler son déficit de 600 000 tonnes en ressources halieutiques dans un pays où le poisson constitue la principale source de protéines animales. Et à l'est du continent, c'est une autre denrée qui fait défaut, le sucre. Les consommateurs du Rwanda, Ouganda, Kenya et Tanzanie sont particulièrement concernés par la flambée des prix due au recul des récoltes de sucre de canne frappées par la sécheresse. Plusieurs gouvernements africains ont pris des mesures qui passent par le contrôle des exportations de sucre ou par l'abaissement des droits de douane sur leur importation. Plus près des étoiles, la plateforme panafricaine d'e-commerce Jumia a été retenue par le milliardaire américain Elon Musk et sa société Space Exploration Technologies Corp pour vendre aux pays africains les terminaux de satellites Starlink. Jumia dispose du premier contrat de distribution des kits en Afrique et débutera l'opération au Nigeria ces prochaines semaines. Depuis 2019, la fin de l'importation de déchets recyclables par plusieurs pays asiatiques, dont la Chine, a débouché sur l'accumulation des papiers et de carton en Occident. Mais en Afrique, ces matériaux recyclables font parfois le bonheur d'entrepreneurs inspirés. C'est le cas en Guinée pour Muriel, une diplômée en banque et assurance qui gagne maintenant sa vie dans la décoration intérieure et rêve de bâtir un empire de décoration éco-responsable. C'est un reportage de Sayon Kourouma. C'est le quotidien de Muriel. Ramasser chaque jour chez des commerçants des cartons usagés jetés à la poubelle. Monsieur Camara, bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Alors, vous avez des cartons pour moi? Ok, super. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup. Ces cartons constituent un trésor pour la jeune entrepreneure guinéenne. Muriel procède à un tri dans le but de redonner très rapidement à ces cartons une seconde vie. Généralement, soit ils jettent les cartons ou soit ils préfèrent le brûler. Or, moi, j'aime pas trop lorsqu'on brûle le carton, ça dégrade l'environnement, ça pollue un peu l'environnement. Donc, c'est mieux que je récupère ces cartons vu qu'eux n'ont pas besoin. Moi, j'en ai besoin pour faire fonctionner l'entreprise et je les recycle. Ces cartons sont ensuite emballés et transportés par la décoratrice de 23 ans. L'initiative de Muriel se veut éco-responsable. Ok, monsieur Camara, merci beaucoup. À la prochaine. Alors, vous vous imaginez un peu si tous ces cartons se retrouvent dans nos carnivaux ici ou dans nos poubelles. Donc, tout cela va salir notre ville. Donc, du coup, c'est pourquoi 2MH Création contribue un peu à la propreté de la ville, tout en protégeant également l'environnement. Ces cartons constituent donc la matière première pour la fondatrice de 2MH Création. Avec ces déchets, Muriel fabrique des objets d'art de toutes sortes. Souvent, j'utilise les cartons pour faire les designs d'horloges. Les designs d'horloges à l'image de ce bijou fabriqué à base de carton. La décoratrice revend plus tard son œuvre d'art à 300 000 francs guinéens, soit 30 €. Ce design en noir là, il est fait à base de carton. J'utilise également les pics de brochette, les pics en bois de brochette, donc voici. Et grâce à 2MH Création, ces cartons sont recyclés. Et ça fait ce magnifique design. Muriel
se sert aussi des papiers. Avec cette autre matière, la jeune entrepreneur confectionne des objets d'art originaux. Et également, celui-ci, il est fait en papier. Donc, les tiges là, c'est du papier rame que j'ai plié, après j'ai peint. Et les papillons autour, ce design-là, il est fait en papier. Donc là, nous avons que du papier. Voilà, comme support également, j'ai pris du carton. Et là, j'ai un truc là pour accrocher. Donc, il est très facile à accrocher, très pratique. Et ce petit business marche aujourd'hui à merveille pour Muriel. Son téléphone crépite à tout moment. Ce jour-là, au bout de la ligne, une cliente en provenance de Paris. Ok, d'accord. À tout à l'heure alors, madame. Merci beaucoup. Muriel, toujours occupée, a rendez-vous ce matin-là avec Tawel pour décorer son nouveau salon de coiffure. Bonjour madame. Coucou Muriel. Vous allez bien? Oui, ça va. Si Muriel arrive à vite trouver des clients comme Tawel, c'est grâce surtout aux réseaux sociaux. À peine 3 ans après la création de son business, la jeune fille a collaboré avec une vingtaine d'entreprises à l'image de la propriétaire de ce salon de coiffure en rénovation. Son travail, comme dans ce salon de coiffure, n'est pas seulement de décorer. Muriel conseille également ses clients. C'est clairement incontournable en Guinée. Et je trouve que c'est la meilleure. Et à Conakry, je pense que c'est la seule qui est dans ce domaine-là, en fait, de la déco papier. Et ça, c'est révolutionnaire, je peux le dire, vous voyez. Les prestations de la jeune décoratrice guinéenne varient en fonction des besoins de ses clients. Ici, dans ce salon, sa prestation va lui rapporter 100 €, sans compter le fait que sa cliente du jour, Tawel, lui a laissé la latitude de décorer le salon selon sa convenance. Wow, non, c'est super joli. Merci pour tes conseils et merci pour le rendu. Je vous en... Ouais. Et je tiens à préciser que j'ai aucune idée. Donc toutes ces idées-là viennent d'elle. Voilà, je lui ai dit quartier libre, voilà le budget et je veux un rendu. Et franchement, je suis satisfaite. Pourtant, Muriel n'a jamais appris ce métier de décoration d'intérieur dans une école. L'aventure a commencé ici pour la jeune entrepreneur en 2018, lorsqu'on lui a confié la tâche de décorer son église. Depuis cette date, celle qui était destinée à travailler pour une institution bancaire décide de changer de casquette. L'église a été le déclic, c'est grâce à ça que j'ai découvert ce talent qui sommeillait en moi. Je n'ai jamais fait de décoration auparavant et là on me dit de faire une décoration. Et en plus le budget qu'on m'a donné c'est un budget de 300 000 francs guinéens. Donc déjà je me demandais comment j'allais décorer une si grande église avec 300 000 francs guinéens. Et j'ai décoré l'église ce jour. D'ailleurs c'est avec le reste des papiers que j'ai créé l'entreprise, que l'entreprise a démarré. Oui. Depuis 2018, son projet cartonne. Elle s'est perfectionnée grâce aux tutos qu'elle regarde sur YouTube. Progression aujourd'hui saluée par sa maman. Je la vois faire les choses comme ça, là, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Je t'adore. Que Dieu te donne plus d'inspiration. Amen, amen. Et aujourd'hui, le projet de Muriel gagne du terrain. Un projet qui s'est amélioré au fur et à mesure des prestations et des commandes. Pour l'entrepreneur, la seule chose à faire est d'oser, oser entreprendre. Moi, j'ai fait des études de banque et assurance et j'ai déposé pas mal de dossiers dans plusieurs banques pour qu'on puisse me recruter. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune de ces banques ne m'a appelé. Or, si j'étais restée là à ne rien faire, je serais au chômage. Donc, nous avons du potentiel. Les jeunes Africains ont beaucoup de talent, ont beaucoup de potentiel. Il suffit juste de trouver ce petit talent qui sommeille en toi et de le valoriser. Le monde de l'entrepreneuriat, cette diplômée en banque et assurance l'avait toujours regardé de loin. Ce métier qu'elle a réussi à développer pour en faire une passion, Muriel l'a appris sur le tard. Et aujourd'hui, épanouie plus que jamais, la jeune fille de 23 ans entend bâtir dans quelques années un empire de décoration à Conakry.
bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. L'Afrique et sa richesse minérale sont plus que jamais au cœur de la transition énergétique et numérique. C'est ce que ressort du récent sommet des minéraux critiques. Une cinquantaine de pays ainsi que les plus grandes multinationales du secteur minier ont pris part à l'événement organisé à Paris par l'Agence internationale de l'énergie. Il s'agissait entre autres de réfléchir à la diversification de l'approvisionnement de ces minéraux en forte demande, comme le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Nous avons rencontré sur place Amani Abouzaïd, commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine, pour lui demander comment l'Afrique aborde la question. Amani Abouzaïd, nous sommes au sommet de l'AIE sur les minéraux critiques et les énergies propres à Paris. Quelles sont vos attentes de ce sommet ? Le continent africain est un continent extrêmement riche, surtout en ressources minérales. Ces ressources qui sont extrêmement nécessaires, qui sont à la base donc de cette, pour certains, la transition énergétique ou bien la numérisation, ils sont présents en Afrique de l'ordre de 50% à 80% de ces minéraux se trouvent chez nous. Donc, et malheureusement, ces minéraux continuent à être exploités de manière qui n'est pas nécessairement idéale pour notre développement. C'est vrai qu'ici, ce sommet, ils les appellent, et c'est le nom qui leur est donné globalement, des minéraux critiques, mais pour nous, ce sont les minéraux de développement. Et donc, ce que nous cherchons, c'est d'abord de dire que ces minéraux représentent une grande opportunité pour notre continent, pour le développement de notre continent. D'abord, si nous représentons 80% des minéraux, je m'attendrais à avoir 80% des participants qui soient africains. Ce n'est pas le cas. Mais bon, c'est un premier pas, c'est le premier sommet. Il faudrait que l'on sache que bon, le monde, pour cette transition énergétique, dépend principalement sur l'Afrique. Et pour nous, Africains, nous sommes tout à fait au centre de débat de l'économie verte. Donc, il nous faut donc repenser nos politiques, la façon dont nous considérons les minéraux pour développer toute cette chaîne de valeur, pour créer une vraie prospérité qui est basée, qui tourne autour de ces minéraux. Que ce soit au niveau éducation, donc développer les capacités et les techniciens qu'il faut commencer, donc des programmes de transformation et d'industrialisation et tisser des liens avec les compagnies qui fabriquent les batteries, par exemple, ou bien les produits électroniques sur place, créer des chaînes régionales, parce qu'il se trouve aussi, certaines mines se trouvent parmi plusieurs pays. Donc, il y a du travail à faire et au niveau national et au niveau régional, mais aussi au niveau global dans le cadre d'un partenariat qui est équitable. Un grand enjeu, c'est la signature des contrats miniers. Comment allez-vous armer les pays africains pour mieux négocier ces contrats ? Merci infiniment pour cette question extrêmement critique. Et d'ailleurs, avant d'être commissaire de l'Union africaine, j'étais à la tête du Centre africain pour les ressources naturelles, et c'est ce que nous avons vu effectivement. Les contrats qui étaient faits, pour certains faits depuis quelque temps, sont loin d'être équitables pour les Africains. L'Afrique, à travers la Banque africaine de développement, mais aussi d'autres entités, nous avons établi tous donc, le Centre africain pour l'appui juridique. C'est une facilité qui se met aux côtés de nos pays africains pour regarder, les appuyer à négocier les contrats. Et pourquoi je dis ça ? Pour certaines compagnies, leur chiffre d'affaires dépasse très souvent l'économie de plusieurs pays africains. Et ils viennent avec toute une batterie donc, de juridiques, et c'est extrêmement intimidant. Et il n'y a pas toujours la capacité au niveau national pour avoir affaire avec de telles entités. Un autre enjeu clé, c'est l'équilibre entre les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance d'un côté, et le développement dont l'Afrique a besoin de l'autre. Qu'en pensez-vous ? Le monde est en train de repenser aussi comment il s'approvisionne de ces minéraux. Ce que nous disons, c'est que ça dépasse l'ESG.
on parle développement, on parle des objectifs, non seulement de l'agenda 2063, mais des objectifs de développement. Il faut regarder les minéraux non seulement pour le processus d'extraction ou même de transformation, mais dans un cadre économique ou bien dans un cadre humain aussi, de droits humains par rapport au développement dans nos pays. Il n'y a pas que bien sûr l'Afrique, il y a d'autres pays en développement. Donc, c'est un début de discussion ici, le sommet de l'AIE. C'est la première fois, c'est le premier sommet de ce genre. Et d'ailleurs, en termes de participation, c'est très important. On parle de 50 pays et presque 40 compagnies internationales. Mais ce que j'ai dit, c'est que, puisque nous représentons aussi 50 à 80% de ces minéraux, il faudrait au moins que la moitié de la table soit, que l'Afrique occupe au moins 50% de la table. Nous prenons conscience aussi de notre place dans le monde et surtout pour ce monde qui est en train de se transformer. C'était le commissaire à l'infrastructure et à l'énergie de la Commission de l'Union africaine. La Banque mondiale est pessimiste sur la croissance du continent. L'institution multilatérale prévoit un ralentissement à 2,5% cette année, en baisse par rapport à la progression de 3,6% enregistrée en 2022. C'est la croissance en berne au Nigeria et en Afrique du Sud, les deux moteurs économiques africains, qui semblent responsables de cette évolution. L'urbanisation rapide du continent, marquée par l'afflux de la population rurale dans les villes, est un défi pour toute l'Afrique. Kampala, la capitale de l'Ouganda, a entrepris de rendre les conditions de vie beaucoup plus supportables en apportant des infrastructures de base, notamment des solutions de traitement et d'évacuation des eaux. Regardez. Richard Semakula vit à Kalewe, une banlieue de Kampala. Avant, à chaque saison des pluies, ce quartier situé à basse altitude subissait de fortes inondations qui submergeaient et détruisaient tout, maisons et magasins. Ces inondations, c'était terrible. À chaque fois, l'eau s'infiltrait par ici. Tous nos biens étaient abîmés. Nous n'avions plus d'endroit où dormir. Quand il pleuvait une journée, nous pouvions rester inondés pendant une bonne semaine. Aujourd'hui, grâce à la reconstruction du fossé de drainage adjacent de Lubigi, Richard et les autres habitants de Kalewe observent une nette diminution de la fréquence des inondations. Depuis qu'ils ont construit le fossé, notre quotidien s'est amélioré. Nous n'avons plus de problème pour dormir. Nous avons réinstallé tous nos meubles. Il n'y a plus d'eau aux alentours. C'est le rêve. Le fossé de Lubigi permet de drainer toute la zone pendant la saison des pluies pour évacuer l'eau dans ce chenal au lieu qu'elle envahisse les lieux. Des terres autrefois inutilisables sont aujourd'hui exploitées. De plus, les biens des personnes sont en sécurité et il y a vraiment eu un impact important, notamment sur le plan des maladies hydriques, comme le choléra, qui posait de sérieux problèmes de santé publique ici. La reconstruction de ce fossé de drainage fait partie du projet de développement institutionnel et infrastructurel de Kampala qui vise à améliorer la qualité de vie des résidents en optimisant les systèmes d'évacuation de la capitale et en construisant ou en rénovant des routes. Comme Kampala concentre l'essentiel de l'activité économique du pays, il faut gérer correctement l'explosion de sa population pour éviter une asphyxie totale. Il suffit de faire un tour de la ville en voiture pour constater l'ampleur du trafic. Le temps perdu dans les embouteillages a un coût pour les entreprises, comme pour la croissance de l'économie tout entière. La ville compte plus de 1200 km de chaussées, dont 300 km seulement sont revêtus et la circulation est très dense sur une part importante du réseau non asphalté. Pour remédier à ces problèmes, le projet de développement institutionnel et infrastructurel de Kampala a déjà permis de bitumer et de remettre en état 5 grands axes de la ville. Nous avons constaté qu'une grande partie du trafic s'est détournée du centre-ville pour emprunter cette route qui sert de voie de contournement pour continuer vers d'autres destinations dans le pays. La réhabilitation des routes a certes permis d'améliorer la mobilité, mais elle a aussi transformé les quartiers traversés par les nouveaux axes.
Avant, la route était en terre battue. Dès qu'il pleuvait, ça devenait impossible. La poussière et la boue rendaient la conduite très difficile. Aujourd'hui, avec la nouvelle route, les choses ont évolué et les affaires marchent bien. Voitures et camions s'arrêtent à notre station-service et nous pouvons travailler jusqu'à minuit grâce à l'éclairage de sécurité. Nous sommes vraiment ravis que la route ait été revêtue. Ça nous simplifie la vie, entre autres parce que les parents qui accompagnent leurs enfants sont contents. Avant, pendant la saison des pluies, la route était impraticable et certains élèves ne pouvaient plus venir. Maintenant, les parents peuvent les conduire tous les jours à Kisasi, quel que soit leur véhicule. Pour nous aussi, les habitants de Kisasi, les choses se sont améliorées et nous sommes très contents. La seconde phase du projet privilégiera la construction de routes en mettant l'accent sur les chemins piétonniers. Nous ferons en sorte de concevoir des routes avec des passages pour les piétons parce qu'environ 70% des personnes qui viennent travailler à Kampala se déplacent à pied. Le projet s'efforcera aussi d'améliorer les intersections en installant une signalisation adaptée qui permettra de fluidifier le trafic. Et nous construisons 2 autres réseaux de drainage primaire. D'ici 5 ans, 1 million d'habitants de Kampala bénéficieront d'un certain nombre d'avantages concrets grâce au projet. Réduction de la fréquence des inondations, diminution des temps de déplacement, amélioration de l'accès au marché et renforcement de la sécurité routière. Si nous voulons réellement aider l'Ouganda à devenir un pays à revenus intermédiaires, nous devons étendre la couverture de nos interventions. Par extension, je pense à la fois au développement d'activités qui feront vraiment la différence, mais aussi au changement d'échelle afin d'obtenir un impact nettement supérieur. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Je recevrai à Paris la présidente de l'Organisation des femmes de la diaspora africaine, Suzanne Belnoun. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.